merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux et de nous suivre via Internet. Alors évidemment, on est extrêmement fiers et honorés que l'OCH nous reçoive dans un lieu aussi important que celui-là. Donc voilà, donc pour faire assez court sur les présentations, puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Clotilde a 38 ans, j'ai 45 ans. Nous sommes, comme l'a dit Philippe, mariés depuis 17 ans. En fait, on s'est rencontrés de manière assez fortuite. Moi, j'étais ingénieur dans le bâtiment et les travaux publics. Clotilde était étudiante et par un ami que nous avions en commun, et en plus c'est assez drôle parce qu'il est présent ici, on se trouvait à avoir une réunion et puis il y avait une grève des transports. Et donc, il y a eu une rencontre qui a été complètement fortuite et qui a fait que on s'est vu pour la première fois. Et quelques mois après, nous avons pris la décision de nous marier. Quand nous nous sommes mariés en 99, on a eu la chance d'avoir en 2000 l'arrivée de notre aîné, Côme, que vous avez vu sur le film, puis de Baudouin en 2002, puis de Tiphaine en 2003, et enfin Marin en 2004. Et quand Marin est arrivé dans la famille, à sa naissance, Clotilde est venue me voir et m'a dit « Nicolas, j'ai une question à te poser ». Alors, comme le dit Nicolas, nous avions donc 4 enfants rapprochés, et quand tout le monde avait à peu près repris sa place, que les nuits étaient un peu plus longues, on s'est tous les deux posé la question si de nouveau nous étions prêts à être parents d'un 5e enfant. On ne saura jamais pourquoi cette question a germé plus profondément dans nos cœurs, plus profondément que les autres fois sans doute, puisque on s'est dit, est-ce que nous avons pris donc cette question de devenir parents un peu plus de façon large, en se disant, est-ce que nous sommes prêts à devenir parents, mais devenir parents aussi d'un enfant qui ne serait pas forcément issu de notre génome. C'était une question qui était assez particulière, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas de souci pour avoir des enfants naturellement. Et donc, on s'est posé la question, sachant qu'il y avait sans doute des enfants qui attendaient, puisque notre désir premier était d'aimer un enfant, pas seulement parce qu'il était de premier abord le nôtre, mais si nous étions prêts donc à pouvoir agrandir notre famille et accueillir un enfant qui attendait aussi une famille. Voilà, donc quand Clotilde est venue me poser cette question, je me suis dit, oulala, c'est effectivement une décision grave et importante. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, moi, ça me dit bien, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, aussi bien professionnellement que d'un point de vue logement. On était logé dans un tout petit appartement. Et je me suis dit, écoute, c'est un projet qui est suffisamment grave pour qu'on le mature ensemble un certain temps. Et on est mariés que depuis 5 ans, tout se passe très bien. Il faudrait peut-être attendre un petit peu, voir comment tout ça mature en nous et si dans quelques mois ou dans quelques années, ce projet existe toujours. C'est en gros discerner, de savoir si c'était un appel ou pas. Donc, pendant le temps du discernement, on a eu la joie de voir l'arrivée de Philippine en 2008, puis de Brune, notre 6e enfant, en 2011. Et là, en 2011, nous nous sommes dit, le projet était plus vivace que jamais, et on s'est dit, on pousse les portes du conseil départemental des Yvelines, puisque c'est le département dans lequel nous habitons, et nous nous lançons dans la démarche de l'adoption. Donc cette démarche de l'adoption se posait la question effectivement d'adopter un enfant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour un pupille de l'État, c'est-à-dire un enfant confié en vue d'adoption à la naissance, il y a à peu près une centaine de couples stériles qui ont un agrément et qui cherchent à adopter. Donc avec cet écart extrêmement important qu'il y a entre les deux,
On s'est dit, on est certain qu'un enfant sans particularité n'aura aucun souci pour trouver une famille, et que même si on se positionnait sur une candidature comme celle-là, ça n'aurait pas sens, puisque sachant qu'on est certain que cet enfant aura une famille, en plus, ça risque de priver un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, justement, de pouvoir être parent. Et donc, c'est là que tout naturellement, on s'est retourné vers le handicap. Et c'est là qu'on a discerné entre nous et qu'on s'est dit, ben voilà, en fait, un enfant handicapé, oui, mais jusqu'où pouvons-nous aller sur le handicap? Alors, ce qui est intéressant de bien préciser, c'est que c'était un enfant, c'était pas dans un premier jet un enfant handicapé. Ça aurait été tordu même de vouloir absolument aller vers un enfant handicapé. C'était vraiment aimer un enfant comme il était. Il savait, voilà, avec toutes ses particularités, avec toutes ses singularités, aussi bien que quand j'étais enceinte, ben, finalement, on attendait un enfant, on choisissait pas le sexe de l'enfant, on choisissait pas son état de santé, on était juste là pour être ses parents et l'aimer à la mesure de ce qu'il attendait. Donc en fait, c'est par toutes ces années en fait où on a eu cette longue attente, qui a été une longue maturation et un apprentissage aussi de la patience, parce qu'on sentait que cet appel était vraiment pour nous, mais il nous fallait, nous, être à la mesure de cet appel. On a avancé, et voilà, tout ce temps de maturation a permis de faire monter des questions très fondamentales et qui nous a permis de faire mûrir ce projet pour arriver à quelque chose de très complet, pour se dire, voilà, nous sommes prêts à aller vers un enfant de tout handicap et de toute ethnie. Voilà, donc Pour nous, oui, pour nous, ça aurait été absurde de codifier notre amour et de mettre des priorités ou des conditions, voilà, de mettre des conditions sur l'amour qu'on pouvait porter à un enfant. C'est l'enfant qui nous élève et qui nous permet de savoir quels sont ses besoins, et c'est à nous de nous mettre à son service, et non l'inverse. alors en fait, après une démarche d'adoption est aussi une démarche, parce que évidemment c'est une démarche personnelle, une démarche de couple, une démarche intérieure extrêmement forte, mais c'est également une démarche administrative assez lourde, assez compliquée, et qui en temps normal prend 9 mois d'instruction. Là, dans notre cas, ça en a pris 15 mois. En temps normal, on a 2 rendez-vous avec une assistante sociale et 2 rendez-vous avec une psychologue. Là, on a eu 5 rendez-vous avec l'assistante sociale, 4 avec la psychologue. De 4 heures à chaque fois. Voilà, de 4 heures à chaque fois. Et à l'issue, comme il y avait pas mal de réticences, le département a statué sur des réserves et a dit ça serait quand même pas mal que vous alliez voir des psychiatres. Donc on est parti voir à 2 reprises, on ne s'est pas allongé sur un divan, on était sur des chaises, mais à 2 reprises, donc on a rencontré une psychiatre sur Paris. Et c'est vrai que les conclusions étaient assez réservées. Alors, Clotilde en parle dans le livre qu'elle a écrit. En fait, les conclusions étaient assez réservées dans le livre Tombé du nid, parce qu'en fait, on a été confronté à des personnes qui, au lieu de s'intéresser, de s'assurer que nous soyons vraiment en capacité à faire cette adoption, se sont bloqués sur la question pourquoi ils font ça. Déjà, pourquoi ils ont 6 enfants? C'est déjà beaucoup. Enfin, je ne dis pas que c'est beaucoup en soi, je dis que ça leur paraissait être beaucoup. Et alors, vous avez 6 enfants, il n'y a pas de problème pour avoir d'enfants, et vous allez vers un enfant handicapé. En gros, vous allez chercher des emmerdes là où il n'y en a pas. Et en fait, leur faire comprendre notre démarche, en leur disant qu'on n'est pas dans une démarche humanitaire, on est dans une démarche d'amour, on s'aime. Et dans un couple, souvent, la matérialisation de cet amour se concrétise par un désir d'enfant. Et après, il y a toute cette démarche qu'on vous a expliquée, de se dire, mais un enfant, pourquoi ne pas faire correspondre ce désir d'enfant avec la chance pour un enfant qui a été abandonné de pouvoir avoir une famille? Bref, la lutte a été très compliquée. Et je me souviens encore du moment où le courrier nous annonçons qu'on avait l'agrément
est arrivé à la maison. C'est Clotilde qui a ouvert le courrier parce que moi j'étais au travail, enfin j'étais censé être au travail, mais je m'étais arrêté parce que je joue au football et je m'étais arrêté dans un magasin de sport, c'est un Go Sport à Orgeval. C'est complètement idiot, mais je me souviens encore très bien du lieu, de l'endroit, du rayon où j'étais. Quand Clotilde m'a appelé pour me dire, ça y est, elle était en larmes, j'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, etc. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûr, mais c'est quoi sur quoi? Et puis elle m'a lu la lettre, je lui ai dit c'est bon, on était complètement en larmes et je suis à peu près tout autant ému de vous le raconter à peu près 4 ans après. Et on s'est dit là, c'est fantastique. Alors, avant de vous raconter la suite, il y a quand même un élément important, c'est qu'évidemment nous avons 6 enfants, nous avions à ce moment-là 6 enfants biologiques. Et donc se pose la question d'annoncer la nouvelle aux enfants. Et alors toute la complexité, c'est de se dire que au moment où on a lancé la démarche, le grand avait une dizaine d'années. Donc globalement, nos enfants étaient quand même assez jeunes. Donc on s'est dit qu'on allait quand même avancer un petit peu dans la démarche administrative avant de leur en parler. Et puis il y a un moment où les assistantes sociales et les psychologues vont venir à la maison pour voir notre famille, voir comment on est installé. Et donc il fallait effectivement à ce moment-là que nos enfants soient au courant. Donc, il fallait qu'on leur annonce à un moment ou à un autre notre décision. Et en fait, on a l'habitude, pendant les vacances de Noël, j'avais une tante qui est décédée malheureusement, qui habitait au Maroc, à Rabat. Et tous les ans, pratiquement à Noël, on allait lui rendre visite en voiture. Donc, on traverse l'Espagne, le Maroc, et on arrive à Rabat pour la rencontrer. Et au retour, quand on est remonté de ce voyage-là pour rentrer sur Paris, c'était la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous nous sommes arrêtés dans un Novotel pour faire l'étape à Valladolid, qui est à peu près à mi-chemin entre Rabat et Paris. Et là, on s'est dit, on va annoncer la nouvelle. Donc, le 31 décembre, nous partons aux aurores. La voiture toujours pleine, la remorque aussi, mais cette fois-ci de tissus, de souvenirs et de pique-niques marocains préparés avec toute l'attention d'Ayada et de Khadija. Le pain a laissé place à la kessra, une galette de semoule. Le chargement minutieux, comme toujours, il n'y a pas assez de place pour tout ce qui a été acheté, est orchestré par Nicolas avec l'aide précieuse de nos amis Brahim et Mourad. Comme à l'aller, nous faisons halte en Espagne, mais aujourd'hui la date est spéciale. Dans une station essence, chacun choisit un paquet de bonbons, des chips et une boisson qui pétille pour fêter le changement d'année. Assis en rond dans la chambre d'hôtel, au milieu de ce pique-nique festif, loin des 5 fruits et légumes par jour, vivement recommandé par le ministère de la Santé, Nicolas prévient les enfants que nous avons une grande nouvelle à leur annoncer. Tous hurlent « On va avoir un bébé, maman est enceinte ». Alors, presque, mais pas tout à fait. Beaucoup mieux que ça, leur dit Nicolas. Nous sommes contents de les voir se réjouir que la famille s'agrandisse. Nous souhaitons vivre cette grande attente avec eux. Nous voulons que tu aies de vrais frères et sœurs, heureux de ta venue et non hostiles à ta différence. Nous ne désirons pas seulement te faire venir dans notre famille, nous cherchons à ce que celle-ci t'accepte comme l'un des leurs, que l'amour te fasse acquérir ses liens de sang. Nicolas leur explique donc le grand projet pour notre famille. C'est très émouvant pour moi de regarder cette scène. Je mesure encore une fois à quel point Nicolas vibre pour ce dessein. Il ne m'a pas seulement dit oui, il s'est embarqué dans ce pari fou qui l'anime aujourd'hui. En lui, la joie crépite. Côme, Baudouin et Tiphaine ont les yeux écarquillés en oubliant même leurs bonbons. Les 3 plus petits, en revanche, ne lâchent pas leur butin. Ils sont encore jeunes et tout cela reste abstrait pour eux. Donc, quand on leur a annoncé cette nouvelle, évidemment, ils ont posé la question de pourquoi un enfant handicapé. Évidemment, on leur a expliqué ce que l'on vient de vous expliquer, mais avec nos mots, pour qu'ils comprennent. Et je pense que les 3 grands se sont dit, ils étaient très jeunes, ils se sont dit, bon, ok. Et en fait, on a vu que c'est quand on s'est rapproché de l'arrivée de Marie, que ça a commencé un peu à leur faire se poser un peu plus de questions. Et on en parlera après, c'est au moment de l'arrivée vraiment de Marie qu'ils ont compris, qu'ils ont évidemment incarné ce à quoi ils pensaient.
Alors, selon de démarches administratives, comme ce que racontait Nicolas avec beaucoup de raccourcis, a été vraiment une lutte d'idées, une lutte idéologique, mais on a bien compris aussi qu'il fallait que, quoi, sans doute cette histoire nous était réservée, quoi, pas sans doute, même réellement cette histoire nous était réservée, puisque c'est ce que je vous disais, il fallait nous aussi qu'on se prépare. Ça a été comme un chemin de purification, un chemin aussi où il a été question de se remettre en question plusieurs fois. Et aussi de remettre le sujet de cette adoption, on en a reparlé, à savoir si on abandonnait ou si on continuait à persévérer. Et comme le dit très justement Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est ce qu'on a compris aussi par la suite. Moi, dans mon cas, je ne m'engage pas pour Nicolas, mais j'ai senti en fait que ce temps d'attente qui a été extrêmement douloureux, puisqu'en fait, on comprend quand on est sur le chemin de l'adoption que la démarche d'amour est tellement forte que en fait, l'enfant, bien sûr, on ne le connaît pas, on l'a jamais rencontré, mais il est déjà en nous. Et donc, toute cette période-là de manque, en fait, de ne pas avoir cet enfant dans les bras et de ne pas pouvoir être là pour s'en occuper, moi, en tant que mère, ça a été très douloureux. Il y a eu des jours où ça a été compliqué même de se lever et de continuer à avoir une vie rythmée alors que je pensais à cet enfant, à forcément un enfant en France qui attendait. Ça a été aussi donc important pour me poser des questions sur ma vraie maternité et pour monter en fait tout le long de cette attente vers cet enfant, sachant que contrairement aux autres, je ne le portais pas physiquement. Alors après, il y a l'arrivée de Marie. Ouais. Donc, on a eu cet agrément, donc c'était fin 2012. Et là, on était passé par une association qui en fait recense les couples qui ont un agrément en vue d'accueillir un enfant à particularité et qui est en contact avec les différents départements français, puisque un enfant confié en vue d'adoption est sous la tutelle du préfet du département dans lequel il a été confié en vue d'adoption, et ce préfet délègue la responsabilité aux services sociaux du département. Donc les services sociaux des départements qui ont des enfants à placer et à confier en vue d'adoption se mettent en liaison avec des associations, et donc il y a eu un lien qui s'est fait, et un jour le téléphone a sonné, c'était début 2013, où on nous a dit voilà, les services sociaux de Paris nous ont appelés en nous disant voilà, on aimerait vous rencontrer. Et donc on est allé les rencontrer. Alors c'était assez cocasse parce que on avait donc, il me semble, un médecin et puis une assistante sociale et une psychologue qui étaient là. Et donc on s'est installé, nous on trépignait de joie et d'impatience en se disant là on brûle, on va enfin avoir cet enfant. Et puis il y a eu un long silence, donc moi qui suis plutôt un peu impatient, je me disais bon, il va se passer quelque chose. Et puis je me souviens, la pédiatre a dit je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. Et je l'ai regardé, je lui ai dit bah oui, je pense qu'on est là parce que on a un agrément et vous devez avoir un enfant qui correspond à cet agrément. Ah bah pas du tout, monsieur. Alors là, je lui ai dit bah écoutez, si c'est pas du tout, on va arrêter le jeu des devinettes parce que moi, nous on vient de loin et vous allez nous dire en fait pourquoi on est là. Ah oui, mais on est là pour apprendre à vous connaître, pour savoir un petit peu qui vous êtes, pour vous découvrir, etc., etc. Eh bien en avant. Et donc 3 fois de suite, nous sommes retournés sur Paris pour aller discuter entre 2 et 3 heures avec l'assistante sociale, la psychologue et la pédiatre, jusqu'à ce que ces derniers se déplacent chez nous. Et quand ils se sont déplacés à notre domicile pour voir comment on était installés, c'est là qu'ils nous ont dit bah écoutez, en fait, on a une petite fille dans nos services, mais elle est probablement pas adoptable. Alors on a dit mais comment ça, pas adoptable? Qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui est pas adoptable? Et on leur a dit, on comprend pas. Ben oui, vous savez, elle est suivie de très près par, elle est atteinte d'une trisomie, donc elle est suivie par l'Institut Lejeune. Elle est suivie aussi à Robert Debré parce qu'elle a quelques problèmes de vue. Et elle est suivie surtout au Kremlin-Bicêtre parce que on a de grosses craintes neurologiques, parce que l'activité cérébrale de jour comme de nuit est à peu près sensiblement équivalente, et ce qui nous laisse de gros soucis et de gros doutes d'autisme et autres.
Et là, je me souviens avec Clotilde, on est monté au créneau, on a dit mais nous, ça ne nous dérange pas, on voit pas où est le problème. Mais comment Je me souviens encore de l'assistante sociale, de la psychologue qui ont dit mais Madame Noël, rien ne vous fait peur, etc. Alors on leur a dit c'est pas que rien ne nous fasse peur, c'est que nous, on s'est préparé à accueillir un enfant sans condition. Donc on va vous dire clairement les choses. S'il vous faut une décharge, on la signe tout de suite. Et donc nous avons signé une décharge. Et là, ils nous ont dit bon, eh ben, on va transmettre votre dossier au conseil de famille. Donc le conseil de famille a effectivement statué sur notre dossier. Donc un conseil de famille, en fait, c'est un service qui est réalisé par le préfet et qui recueille toutes les candidatures par rapport à l'enfant et qui examine la meilleure candidature pour l'enfant. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, il y avait notre candidature. Et donc, le conseil de famille a donc dit OK. Et là, c'est le moment tant attendu. On est convoqué par la représentante du préfet qui nous dit, voilà, le conseil de famille a dit OK. Donc, vous allez pouvoir aller voir la petite fille qui va vous être confiée en vue d'adoption. Elle est à la Pouponnière, à tel endroit dans Paris. Le rendez-vous est fixé le 21 mai 2013. Et donc le 21 mai 2013, vous pouvez imaginer dans quel état on était avec Clotilde. Et donc on s'est précipité dans cette pouponnière. Et là, on a rencontré la directrice de la pouponnière qui nous a dit, voilà, bienvenue, je vais vous montrer un petit peu nos services, je vais vous montrer si... Non, on veut voir notre enfant. Et en fait, à un moment, donc, on était en train de discuter avec elle, la porte de la salle d'attente dans laquelle on était s'est ouverte, et on a vu une puéricultrice avec Marie dans les bras. Et je dois vous dire que, en tant que père, en plus, je suis un père particulièrement émotif, j'ai pleuré abondamment pour chacune des naissances. Pour vous dire l'effet que ça m'a fait exactement le même effet que pour les 6 premiers. Mais la même chose, c'est-à-dire que pour un père, il conceptualise un peu l'enfant qui est porté par son épouse, il s'imagine des choses, mais en fait, la vraie incarnation, c'est le jour J, au moment où l'enfant sort et qu'on le montre au père et qu'il dit « ça y est, voilà mon fils ou ma fille ». Et là, en fait, ça a fait la même chose, si ce n'est que Marie était propre, habillée, absolument bien pouponnée. Et là, on l'a pris dans les bras. Alors, ça a été un torrent de larmes et de bonheur. Et donc là, pendant 6 jours successifs, on a fait une période d'acclimatation pour que Marie nous apprivoise. Et les 2 derniers jours, on est venu une fois avec 3 enfants et une fois avec 3 autres enfants. Et le dernier jour, on part avec Marie. Et alors après, pour faire très rapide, c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous êtes suivi par des services sociaux qui s'assurent que tout se passe bien. Et ensuite, vous déposez un jugement au tribunal, enfin, vous faites une demande pour que l'adoption plénière soit effective. Et donc, l'adoption plénière a été prononcée à peu près un an après. Voilà. Donc, il y avait aussi une chose assez particulière, c'est qu'on s'était dit, quel que soit le prénom que porterait cet enfant, on avait beaucoup réfléchi avec Clotilde et on s'était dit, quel que soit le prénom qu'aurait cet enfant, on tenait absolument à le garder parce qu'on estimait que c'était ses parents biologiques qui lui avaient donné cet enfant, ce nom, que cet enfant a été aimé pendant 9 mois et qu'il y a eu un événement terrible à la naissance qui a été le moment où les parents ont appris ce handicap, que ses parents ne se sont pas sentis en capacité de garder cet enfant. On se met à la place de ses parents, c'est un choix extrêmement grave, qu'évidemment on ne peut absolument pas juger, on peut juste se dire que grâce à eux, on a Marie. Alors, ce qui est important maintenant et ce qu'on aimerait développer, une fois qu'on a recampé vous arrivez à vous situer un peu dans notre famille, c'est qu'est-ce que Marie, finalement, nous apporte tous aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 3 ans. En mai, ça a fait 3 ans que Marie est chez nous. Et finalement, qu'est-ce qu'elle apporte à notre famille? Nous, on pensait lui apporter une famille. On avait l'impression, on se disait qu'on allait être ses parents. Et finalement, on se rend compte que les choses se sont complètement inversées. Et c'est finalement Marie, avec sa petitesse, avec sa fragilité, avec son handicap,
qui nous tire et qui nous amène petit à petit à découvrir la vie et encore plus fortement à découvrir l'amour. Alors ça paraît absurde, mais c'est réellement la vérité. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'angélisme, mais qui est bien incarné, puisque nous vivons tous les jours avec Marie, alors avec les difficultés aussi que ça amène, puisque vous avez vu par rapport au reportage que Marie, forcément, du fait de sa trisomie, met beaucoup de temps à s'éveiller, mais plus de temps que les autres enfants, mais plus de temps parce que ses muscles sont tous hypotoniques, donc elle met plus de temps à marcher, elle a mis plus de temps à se mettre assise. Aujourd'hui, Marie mange toujours pas toute seule, elle peut pas manger encore de choses solides, il faut encore que tout soit mouliné. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas intéressant, c'est de vous faire la liste de tout ce que Marie ne sait pas faire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle sait faire et surtout vers où elle nous emmène. Alors en fait, on a cru, sans doute naïvement, que Marie et les gens qui étaient autour de nous, que Marie était un peu la cerise sur le gâteau, un peu la petite cerise qui mettait le point final à notre famille. Et en fait, on s'est rendu compte que Marie, c'était l'inverse. Elle nous projette dans une nouvelle vie, elle nous apporte un dynamisme et une force incroyables. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on est embarqué dans une histoire sans fin. Alors, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand le Christ nous appelle, finalement, il ne nous lâche plus. Et puis, l'appel, il ne s'arrête jamais. Donc, avec l'arrivée de Marie, il y a eu un livre qui est sorti, qui s'appelle « Tomber du nid », un livre qui n'aurait jamais dû être édité, et puisque c'était au début tout simplement un petit journal de bord que je tenais comme ça de temps en temps pour raconter ce qui se passait. Alors je suis pas du tout forte pour l'écriture, je suis scientifique, donc j'ai jamais écrit, j'ai jamais eu de carnet d'intime. Mais en fait là, je trouvais que c'était important de temps en temps de raconter quelques rendez-vous, de raconter surtout quelques rencontres magnifiques qu'on faisait pour voir, pour que nos enfants qui étaient encore jeunes sachent pourquoi on les avait propulsés dans une autre vie et quand même pourquoi on avait chamboulé leur quotidien. Parce qu'on savait quand même précisément qu'on les bousculait quand même en leur faisant ouvrir leurs bras à eux aussi, parce que cette adoption leur imposait aussi à eux d'ouvrir leurs bras et leur cœur à un enfant qui n'était pas au début de notre famille et qui plus est était handicapé. Donc j'avais écrit comme ça de temps en temps certaines belles rencontres. Et puis je me disais aussi, c'est bien pour nos enfants et c'est bien aussi pour Marie, qu'elle comprenne qu'on a été la chercher et qu'on s'est battu pour la voir, pas par raison humanitaire ou pour une volonté de faire quelque chose de bien. C'était pas du tout notre objectif, c'était vraiment par amour. Et je voulais qu'elle sache comment nous, en tant que parents, on avait aussi souffert de son absence. Donc ce livre a très rapidement été imprimé et a très rapidement été diffusé. Et contre toute attente, il s'est diffusé de façon incroyablement rapidement. On a créé très vite une association du même nom qui s'appelle Tomber du nid pour récolter tous les fonds parce qu'on considérait que ce succès ne nous appartenait pas. Cette histoire ne nous appartenait pas. Il était dû à Marie, à nos autres enfants aussi, et qu'il était normal finalement que tout l'argent qui en découlait de la vente des livres puisse être réutilisé pour pouvoir avancer toujours dans le même but, d'aider finalement à changer le regard sur le handicap. Et puis je trouvais que c'était intéressant aussi de pouvoir sans doute faire des ponts entre d'autres personnes qui œuvrent dans le même sens. Donc on est parti avec cette petite idée de départ qui finalement, cette petite idée a vite été grossie. Donc Nicolas qui s'occupait de l'association a dû rapidement déposer les statuts. On a fait un conseil de surveillance. Enfin, on s'est un peu plus organisé parce que les choses prenaient beaucoup d'ampleur. Et puis, autour de tout ça, on a des amis qui se sont joints à nous, qui ont joint leur talent, leur folie et qui ont créé une page Facebook. Et cette page a été incroyable. En très peu de temps, les gens... alors nous, on n'avait pas Facebook personnellement avant, donc on ne connaissait pas le processus. Et en fait, les choses se sont emballées de façon incroyable et rapidement, de façon naturelle. Les gens nous ont écrit en déposant leur histoire. Ça a été des lettres à Marie. Après avoir lu le livre, en fait, ils se sont adressés à Marie.
et lui ont dit, voilà, en des mots très simples, c'était souvent les parents qui parlaient à la place de leur enfant, et comme ça, qui se libéraient aussi de cette souffrance et de ce poids du handicap ou de ce qu'ils vivaient en famille, et qui disaient, voilà, Marie, je m'adresse à toi, je ne suis pas trisomique ou je n'ai pas été adoptée, mais moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Et comme ça, petit à petit, il y a une communauté qui s'est créée, et on a trouvé ça fantastique parce que finalement, c'est ça. C'est pour sans doute ça, finalement, qu'on avait écrit le livre. Le but d'écrire un livre, c'était pas d'avoir les projecteurs sur nous ou de raconter notre histoire. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous, puisque nous, notre histoire, on l'a choisie. On a choisi d'aller vers Marie qui était handicapée. On n'a pas subi le diagnostic douloureux anténatal. Donc, on n'a rien à apprendre à personne. On n'a aucune leçon à donner à personne. Donc, ça a été compliqué aussi, cette médiatisation qui s'est mise en place rapidement. On s'est posé des questions parce que très rapidement, on s'est dit on va arrêter en fait. Nous, on a voulu adopter Marie, mais on n'a pas demandé la suite, on n'a pas demandé un livre, on n'a pas demandé d'être tout de suite projeté devant les médias. C'était pas ce qu'on recherchait et c'était pas ce qu'on aimait. Et puis on a discerné et on s'est dit finalement, est-ce que c'est pas un peu de l'orgueil finalement? Est-ce que c'est pas un peu de la flemme aussi? Puisque Marie nous apporte ce grand bonheur, est-ce qu'on a le droit de le garder pour soi? Donc on s'est dit, ok, on continue. Donc c'est là où je vous dis, quand le Christ vous appelle, il ne vous lâche plus. Donc on s'est dit, on continue humblement. Et puis si les gens nous demandent de faire des conférences ou si les gens nous demandent de témoigner, eh bien on le fera. Parce que c'est vrai que ce bonheur, on ne peut pas le garder pour nous. Il est trop fort et surtout, il est important aujourd'hui aussi dans la société. Moi, par exemple, j'ai eu un exemple assez flagrant, c'est que quand on venait d'avoir Marie, j'ai été voir un médecin qui habitait très près de chez moi, très près de chez nous, et quand je l'ai vu ausculter Marie, au bout d'un certain moment, au bout de 10 minutes, il était un peu perdu, il a fait tomber son stéthoscope, et il m'a regardé avec des yeux mouillés, en me disant la trisomie, c'est ça. Il s'est rendu compte, en fait, qu'on en faisait toute une histoire. On angoissait beaucoup par rapport au handicap. Et finalement, une fois qu'on la voyait en réalité, les choses étaient différentes. Et donc, c'est ça, petit à petit, où je me suis rendu compte aussi, quand on a vécu nos démarches d'adoption avec la lutte administrative, je me suis rendu compte de plus en plus qu'on était dans une société où on conceptualisait la souffrance, on l'imaginait, on essayait de se la représenter. Et en fait, c'est ça qui angoissait. Et en fait, on se rend compte que quand on est confronté à la souffrance ou au handicap, oui, bien sûr, dans un premier jet, on n'aime pas la souffrance et on n'aime pas le handicap et on ne la recherche pas, sinon ça serait tordu. Mais on se rend compte petit à petit que, comme le dit Martin Stephens dans son livre « La vie en bleu », la vie est faite d'échymoses, la vie est faite de souffrance, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut la dépasser, comment on peut en faire une joie. Alors nous, Marie, ça a été assez simple. On ne peut pas vous dire qu'on a souffert puisque c'est nous qui avons été vers Marie. Mais cette démarche-là et cette conceptualisation de dépasser la souffrance, on l'a vu justement à travers les témoignages qui ont débordé sur la page. Là, on est rentré dans des histoires absolument incroyables de gens qui avaient mis au monde des enfants qui même avaient leur diagnostic vital engagé, donc qui étaient vraiment dans des souffrances extrêmes. Et on a vu justement... Ce qui était intéressant, c'était pas d'avoir une page où finalement tout le monde met sa souffrance. Ce qui est intéressant, c'était de voir le message d'espérance qu'il y avait derrière, mais ce message d'espérance qui était réellement incarné. C'était des gens qui disaient que à l'annonce du handicap, à la naissance, avant la naissance, ils avaient passé les plus douloureux moments de leur vie, avec des choix qu'ils devaient poser justement entre le fait de garder leur enfant ou de continuer la vie avec cet enfant, pas comme ils l'avaient imaginé. Cette déception aussi de l'enfant rêve en fait qui tombe. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est d'avancer dans l'histoire de ces familles et de voir l'immense message d'espérance qu'ils arrivaient à poser, et surtout même un message de joie et de rire, parce qu'ils ont réussi aussi à dépasser cette souffrance en prenant les choses aussi avec humour. Donc tout ça pour vous dire que Marie, c'est pour ça que c'est le titre aussi de mon deuxième livre, petit à petit, elle nous a fait basculer dans un monde qu'on ne connaissait pas, ce monde de l'handicap, mais aussi elle nous a... Alors, c'est ce que je dis aux gens, on était très heureux en couple avant Marie, on avait une famille très heureuse, mais en fait Marie, c'est comme si elle nous avait levé un voile,
C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que mère, j'ai l'impression de redécouvrir les choses de façon différente, à différents niveaux. Par exemple, même au niveau de la foi, j'ai toujours eu la foi, mais là, Marie, elle me donne une autre saveur au niveau de la foi. Déjà parce qu'elle m'incarne plus ma foi. Aujourd'hui, j'ai découvert cette vraie relation incarnée avec le Christ grâce à la petitesse et à la fragilité de Marie, et aussi à travers cette page Facebook avec tous ces enfants qui souffrent. Donc ça, pour moi, c'est une révélation, parce que vivre aujourd'hui ma foi de façon incarnée, c'est beaucoup plus parlant, et c'est un moteur beaucoup plus puissant pour me permettre d'avancer tous les jours. Pour vous donner un tout petit exemple très simple, il y a 3 jours, je faisais le catéchisme au CM1, et comme à chaque fois, il faut quand même que je me pousse et que je m'oblige à le faire en me disant oui, c'est bien, mais c'est pas toujours forcément facile de le faire parce que tous assez fatigués et envie peut-être de faire d'autres choses. Et quand je me suis mis à préparer ma séance de caté, ça m'a frappé parce que c'était le texte sur Bartimée. Et ce texte, je l'ai entendu des millions de fois, mais à chaque fois, il passait et j'avais pas forcément d'accroche. Et là, en fait, j'ai eu l'impression d'être à la place de Bartimée, et je me suis dit, voilà, Marie, tout simplement, elle m'a donné la vue. Alors bien sûr qu'on était heureux avant, bien sûr que Marie n'est pas un médicament, bien sûr qu'il a fallu qu'on se construise aussi pour arriver jusqu'à Marie. C'est pas tout d'un coup, on était à terre et Marie nous a soulevés. C'est Marie, elle nous permet d'aller plus loin, et elle nous permet, voilà, comme je vous disais, de nous ouvrir à la vraie vie et à la vraie réalité, à travers grâce à sa souffrance et surtout à sa petitesse et à sa difficulté à aller vite. En fait, nous, on a l'habitude, quand nos enfants sont dits normaux, d'aller vite, de les obliger aussi à rentrer dans notre tourbillon qui est toujours assez rythmé. Et puis quand ça va vite, il faut remplir le vide et on en rajoute. Marie, elle nous oblige à se poser parce que Marie, elle va pas vite. Et Marie, on ne peut pas aller vite avec elle parce que sinon, on lui fait mal. Donc Marie, elle nous a appris cette patience, elle nous a appris à se poser. Et puis finalement, on se rend compte que les journées sont beaucoup plus riches et que de toute façon, c'est comme je vous disais, plus on avance vite, plus on comble le rythme. Donc de toute façon, on part dans un espèce de tourbillon et on ne s'arrête jamais. Marie, elle nous oblige à nous arrêter et elle nous oblige finalement à beaucoup plus redécouvrir les petits bonheurs tout simples. Quelque chose de concret, par exemple, Marie, quand il y a du vent, elle va rester des heures à sentir ce vent la frotter. Et en fait, moi, je la regarde et j'essaie de m'imprégner de ces sensations. Et en fait, vous pouvez faire vous-même en fait cette démarche. C'est assez incroyable en fait. Marie, par exemple, elle va passer aussi 2 heures à regarder un escargot avancer. Donc moi, je me mets au même niveau que Marie. J'essaie de me mettre dans le même prisme qu'elle. Je me mets allongée comme elle et je regarde pendant des heures cet escargot qui avance. Et bien, je peux vous assurer que c'est fascinant en fait. Et donc, Marie, c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'avant Marie, je vivais, mais je vivais mal. Et souvent, les gens me disent, mais peut-être que Marie vous accapare trop et donc vous n'avez pas de temps pour les autres. Et bien en fait, c'est faux. Parce que Marie, justement, elle a cette simplicité de ne pas capter tout le monde à elle. Elle a une intelligence surpuissante. Moi, j'en suis persuadée, c'est ma fille, et je défends cette idée. Elle a une intelligence surpuissante, et c'est parce que en fait, elle est humble, elle amène pas à elle. Et moi, par Marie, en fait, par effet miroir, j'arrive à beaucoup mieux comprendre comment fonctionnent mes enfants. Je commence à réaliser, en fait, que cette histoire de normalité, c'est un mensonge. Moi, on m'a mis mes enfants, à chaque fois que j'ai accouché, on m'a dit ils sont normaux. C'est ce que j'explique dans mon livre petit à petit. Et c'est presque violent, finalement, parce qu'en fait, on vous pose l'enfant, on vous dit il est normal, comme si vous devez être content. Et puis, en fait, vous repartez avec cet enfant, puis il y a des moments, vous luttez, parce que quand vous ouvrez les livres, il ne prend pas les biberons comme les livres l'indiquent, il n'a pas les dents qui poussent comme les livres l'indiquent, et donc vous vous dites, mais en fait, il est normal, mais en fait, les livres présentent autre chose, et donc on est un peu perplexe. Et puis, si vous avez un enfant pour un peu qui a du mal à l'école parce que il n'est pas scolaire, il est en avance, vous cognez en fait à cette différence parce que vous dites, mais non, il est normal, donc en fait, je ne devais pas avoir de problématique. Et puis si, à contrario, vous avez un autre enfant qui est dyslexique, qui n'arrive pas à prendre ses cours,
qui est gaucher, qui n'arrive pas à s'habiller le matin, qui n'arrive pas à se repérer dans le temps, qui vous demande en permanence si on est dimanche, si on est lundi, qui se réveille en sueur le dimanche en disant j'ai pas fait mon travail, le samedi j'ai pas fait mon travail. Alors. Et donc en fait moi à chaque fois j'étais un peu perplexe par rapport à ces différences que mes enfants me donnaient parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient normaux. Donc je considérais qu'ils étaient normaux, donc les choses devaient se faire naturellement. Marie, elle m'a fait comprendre par effet miroir que cette normalité, en fait, elle n'existait pas. Que cette normalité, c'est ce que je me pose comme question dans Petit à Petit. Qu'est-ce qu'il a posé, en fait, ce point zéro de se dire que à partir du moment où on est au-delà du point zéro, on est handicapé, et en dessous du point zéro, on est handicapé, et au-delà du point zéro, on est normaux. Et moi, ça me rend assez perplexe. Et donc, je me dis finalement, je vais plus tôt prendre le référentiel de Marie. Et en fait, c'est ça qui m'enlève toutes mes angoisses et qui m'enlève toutes mes peurs. Parce que donc Marie, elle nous dit, on sait qu'elle est handicapée, donc on sait que c'est elle qui nous dit comment il faut qu'elle avance. Mais en fait, nos autres enfants, c'est pareil finalement. Il y en a un qui va avoir du mal à l'école et d'autres pas, mais on ne peut pas les rentrer dans un schéma type. Donc en fait, on se perd en les rentrant dans un schéma type et on se cogne en fait avec ce schéma qui est trop étriqué et dans lequel tous les enfants ne peuvent pas rentrer. Alors, pour reparler de l'effet qu'a eu ce livre, et notamment de la page Facebook, il y a eu, comme Clotilde vous l'a dit, énormément de familles qui ont témoigné à travers leur enfant en s'exprimant, en s'adressant à Marie, de ce qui se passait. Donc, on pourrait parler des heures de cette page Facebook et des rencontres qu'elle suscite. On ne mesure même pas toutes les retombées, car les informations se propagent comme une onde sismique qui semble petit à petit changer le regard sur le handicap. Changer cette vision pessimiste, négative, en un flot de bonheur incarné, sans filtre rose bonbon qui occulte la réalité. Ces enfants sont des messagers si petits, mais déjà si puissants. Ils nous entraînent sur leurs ailes de papillon, nous font virevolter vers un bonheur plus haut, plus intense. Ils nous élèvent, nous permettent de prendre de la hauteur. Avant de les rencontrer, j'avais le nez collé au sol. C'est terrifiant d'avoir le regard tourné vers le bas, tourné vers la sécurité. On veut maîtriser sa vie, mais elle ne se maîtrise pas. Sinon, on la serre si fort entre les doigts qu'on l'oppresse, on l'écrase. Ces enfants sont des messagers de la vraie liberté. Et alors là, il y a un petit passage dans le deuxième livre qu'a écrit Clotilde, qui est un moment très fort, qui a été le moment... Alors, il se trouve qu'au moment où Clotilde a sorti son livre, Tombé du nid, notre aîné était en Allemagne. Et donc, c'est vrai que ce livre était un peu un événement un peu beaucoup même un événement dans la famille. Et on regrettait quelque part que Côme ne puisse pas le partager avec nous. Donc, on lui a envoyé. Donc, lors de la sortie du livre, Côme, notre aîné, est en Allemagne. Il termine pendant 6 mois sa seconde près de Berlin. Expérience incroyable pour lui de partir loin de nous pendant si longtemps, dans une famille qu'il ne connaît pas alors qu'il n'a que 14 ans. Expérience nouvelle aussi pour nous de nous séparer de lui. Il nous manque tous beaucoup. Philou, surtout, trouve le temps long. Philou, c'est notre 5e, Philippine. Elle va souvent dormir dans son lit pour sentir sa petite odeur. Je préviens Côme de la sortie du livre. Je lui envoie déjà par email la photo de couverture. Je reçois un message quelques minutes après. Je n'arrive même pas à lire le résumé en entier, car mes yeux sont brouillés de larmes. Merci. Merci d'avoir été chercher Marie. Je vous aime, Côme. Quelle émotion pour nous. C'était la première fois qu'il exprimait si profondément ses sentiments. Quelques jours plus tard, je lui envoie le livre. Il est le premier livré. Il nous appelle et nous raconte son impatience à découvrir le livre, le toucher, le feuilleter. Il se met à pleurer au téléphone en nous disant « C'est un gros morceau de ma vie qui est dedans. Merci de l'avoir écrit. J'ai essayé de traduire un bout du texte au papa de mon correspondant. Je n'ai pu lui lire que quelques lignes. Je me suis jeté dans ses bras en sanglotant. Merci Marie. »
Voilà, donc le téléphone est posé sur la table entre Nico et moi, pendant que Com nous parle. Je broie littéralement la main de Nico pour me retenir de pleurer. Il y a un long silence qui en dit long sur cet instant riche. Nicolas lui dit que nous sommes très émus de la façon dont il accueille sa petite sœur, de la manière dont il nous livre ses sentiments. Cet épisode restera à jamais gravé dans nos mémoires. Pour moi, ma mission était remplie quant au livre, car Nico et les enfants étaient fous de joie que notre histoire familiale soit écrite. Alors, je vais revenir justement sur toutes ces familles qui sont sur la page Facebook, que certains suivent. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous écoutent ce soir. Il y en a même qui sont en Suisse, on en a beaucoup en France. Et toutes ces familles, je tenais à les remercier parce qu'en fait, c'est eux qui nous élèvent, c'est eux qui nous apprennent à vivre, c'est eux, avec leur histoire, qui nous ont confié. Ils ont eu la capacité de mettre des mots sur leurs mots. Et donc, en fait, le deuxième livre, petit à petit, le but vraiment premier, c'était justement de leur donner droit au chapitre. Donc, j'ai écrit un petit peu, c'est-à-dire un tiers seulement du livre, où justement je raconte, comme je viens de vous raconter, tout ce que Marie éveille en nous, mais ça serait infini, parce que pour moi c'est vraiment une histoire sans fin. Et puis après, on a eu la chance que l'éditeur accepte en effet de pouvoir publier tous les témoignages qui ont été sur Facebook, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Et plus que ça, je trouvais que c'était important pour moi qu'ils puissent être lus par tout le monde et qu'ils puissent être édités. Donc je les remercie infiniment parce qu'ils sont partis avec nous dans l'aventure. Ils ont accepté de coller leur nom à Marie pour créer cette communauté et faire en sorte qu'on soit plus fort et sans doute et qu'on arrive encore plus à changer leur regard sur tous ces enfants qui sont différents. Mais je dis des enfants, mais il y a aussi des adultes aussi. Il y a d'ailleurs certains de ces enfants qui ont écrit, qui se sont adressés à Marie, bien sûr via leurs parents, qui sont déjà au ciel. Et ce sont des témoignages extrêmement riches et qui nous aident et nous font grandir énormément. C'est pourquoi Clotilde trouvait nécessaire de les mettre dans un livre pour qu'ils aient, ces témoignages, un rayonnement et une portée beaucoup plus importante et qui ne se limitent pas qu'à Facebook, même si déjà pas mal de personnes ont pu les voir. Ce sont des témoignages d'une telle richesse et d'une telle intensité que c'est on va dire que c'est un médicament pour tous ceux qui peuvent le lire et avoir des moments de difficulté, soit quand ils sont confrontés à des difficultés lambda avec leurs enfants ou avec leurs proches, ou quand ils sont confrontés avec le handicap. Alors, pour terminer cette intervention, parce que ça fait quand même pas mal de temps, je crois qu'on parle, je voulais vous citer un passage de Gustave Thibon. En fait, dans la démarche que l'on s'est posée avec Clotilde, quand on est allé vers Marie, et compte tenu de la gravité de cette démarche, on s'est beaucoup posé de questions, savoir si c'était censé et s'il fallait le faire. On vous a expliqué tout ça. Et depuis que Marie est arrivée, compte tenu de la façon dont ça se passe dans notre famille, c'est-à-dire très très bien, on voit que nos enfants ont complètement adopté Marie et que là d'ailleurs la réciproque est complètement vraie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une unité fusionnelle entre les 7. Et évidemment, comme cet amour des enfants rayonne sur nous et réciproquement, c'est à nouveau posé la question de réagrandir la famille. Et donc, ce coup-là, on s'est dit, ça serait peut-être pas mal, vu qu'ils sont beaucoup plus grands, de leur faire partager ce désir et de voir si, à nouveau, ils étaient ouverts à l'accueil d'un enfant à particularité.
Et donc, à notre grande joie et grande surprise, ils nous ont fait part, alors je parle évidemment essentiellement des quatre grands, mais Philippine et Brune, évidemment, sont très, très joyeuses à cette idée, mais elles ont peut-être moins la capacité de discerner. Et devant la pression mise par nos enfants pour aller, et qui était complètement concomitante à la nôtre, qui venait s'additionner à la nôtre, nous nous sommes lancés dans une deuxième démarche d'adoption, non sans se poser des questions, parce qu'on savait qu'on avait été accueillis avec pas mal de réticences par le conseil départemental où nous habitons, qui avait du mal à saisir cette démarche. Et là, on s'est dit, si c'était compliqué avec 6 enfants, là, on a 6 enfants plus mari. Alors, on s'est dit, soit ça va être plus compliqué, soit sinon, ils vont se dire, ils voient que ça se passe bien, donc du coup, ça va être plus facile. Donc, on a franchi les portes, on y est allé. On a eu d'autres personnes, d'autres travailleurs sociaux qui nous ont, qui ont échangé avec nous. On a eu moins de rendez-vous. On en a eu 2 avec assistante sociale, 2 avec éducateurs spécialisés et 2 avec psychiatre. On a eu tout de suite le psychiatre. Et là, on a eu les conclusions au bout de assez rapidement, au bout de 9 mois, je crois. C'était à peu près dans le timing. Et là, alors que la première fois, on a vu des avis réservés, là, tous ont mis un refus. Donc, ça a été évidemment une douche froide. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Et en fait, on s'est dit, déjà, on ne va pas répondre tout de suite. On va essayer de digérer cette nouvelle. Et surtout, on va analyser les raisons de leur refus. Et en fait, les raisons de leur refus se résumaient en une seule phrase. C'est vous êtes très bien, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a trop. Chose à laquelle on a évidemment répondu. Enfin, moi, d'un point de vue cartésien, je leur ai tout de suite dit, bah, écoutez, moi, nous, on est prêt à entendre que c'est trop, mais pourquoi vous ne nous le dites pas? Enfin, au moment où on fait la demande, on sait déjà que c'est trop, c'est pareil. Donc, quels sont les éléments à l'issue de la démarche qu'on vient de faire avec vous qui vous font dire que c'est trop? Et comme il n'y a pas d'éléments objectifs, nous, on trouve que c'est peut-être pas tout à fait juste. Et bref, après 1 mois et demi de réflexion avec Clotilde, on s'est dit, on continue. Donc, pour continuer, en fait, 2 solutions s'offraient à nous, soit aller dans un recours contentieux, soit aller dans un recours gracieux. Et donc, on s'est dit, la démarche, c'est qu'on va commencer par le recours gracieux. Et donc, on a réécrit au conseil départemental en disant, nous avons bien pris note de votre refus. Néanmoins, on pense que ça vaudrait quand même le coup de réétudier l'affaire parce que nous, on pense que on est prêt. Donc, on a rencontré la directrice du service. Ça a été un moment assez cocasse. On avait un peu l'impression d'un dialogue de sourds. Nous, on a dit, écoutez, on est prêt. Et donc, elle a fait un jugement à la Pilate, c'est-à-dire qu'elle nous a dit, OK, on veut bien réétudier le dossier, mais à ce moment-là, vous recommencez toutes les démarches dans un conseil départemental en Île-de-France, mais qui n'est pas les Yvelines. Et en fonction de ça, on voit. Nous, on a dit très bien, en avant. Donc, on a rencontré assistante sociale, psychologue et psychiatre à 5 reprises pendant des rendez-vous patati patata, comme l'histoire de la panthère noire sans fin. Et on a eu des échanges complètement différents avec ces travailleurs sociaux qui nous ont d'ailleurs complètement réconciliés parce qu'on trouve que cette démarche qui consiste à vraiment s'assurer que le couple est bien en capacité à accueillir cet enfant est évidemment extrêmement important compte tenu de la gravité qu'est un acte d'adoption. Un enfant qui a connu le déchirement d'une première séparation, il n'est pas pensable qu'il puisse en connaître une deuxième. Or, il s'avère que dans des cas, fort heureusement, Dieu merci, rares, ça se produit. Donc il faut absolument que les services sociaux s'assurent que ça soit possible. Donc, c'est normal qu'on ait ces démarches-là. Et là, on a trouvé que ces démarches étaient beaucoup plus... il y a une réelle volonté de ces travailleurs sociaux de comprendre quelle était notre démarche et notre motivation.
Donc, bref, je la fais courte, ces rendez-vous se sont très, très bien passés et à la fin, ils ont transmis leurs conclusions au conseil départemental des Yvelines, qui, à notre demande, nous les a transmis avant la commission et eux ont dit: «Nous, on est favorable à rester à passer en commission». Donc évidemment, on a souhaité être présent à la commission. Donc ils nous ont revus pour une 3e fois, puisqu'on a vu 2 fois la commission pour l'agrément de Marie. On a eu une fois là, non, c'était même la 4e fois qu'on nous voyait. Et là, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais il y en avait quelques-uns, évidemment, nous on les avait repérés, qui étaient à nouveau là et qui se sont dit: «Oh là là, encore eux». Et en fait, donc là, toujours la même histoire, on a un oral qui dure 10 minutes maximum, pendant lequel on peut s'exprimer. Il n'y a aucune manifestation de la part des personnes qui nous écoutent et qui nous disent merci à la fin, on sort, et après, eux débattent sans qu'on soit là. Et donc là, toujours la même démarche, on attend le courrier. Alors, pour les habitués que nous sommes, petite enveloppe, c'est la lettre de refus, grande enveloppe, c'est l'agrément avec tout le dossier derrière. Donc, quand on a eu le recommandé, c'est un recommandé qui arrive, donc on n'était pas là, donc on a vu le recommandé, on a analysé le graphisme, on savait très bien que ça venait du conseil départemental. Donc évidemment, inutile de vous dire que on s'est précipité à la poste au moment de l'ouverture, et là, donc je suis allé chercher le pli, ce coup-là, c'est moi qui suis allé le chercher. Et en fait, quand la postière m'a tendu une grande enveloppe, j'ai dit yes. Maintenant, j'ai quand même ouvert pour m'assurer que ça soit un vrai yes. Et c'était donc la confirmation de notre agrément. Donc, on a eu cet agrément juste avant l'été, donc en juillet, pardon. Et là, maintenant, on a transmis ce dossier. Donc là, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours. On a transmis ce dossier à tous les services sociaux des départements français. Et on attend la réponse pour l'arrivée donc du numéro 8 avec impatience. Et donc pour terminer cette partie, comme je vous... Pardon ? D'accord. Donc je voulais vous citer un extrait qu'on aime beaucoup avec Clotilde de Gustave Thibon, qui est une partie extrait de l'échelle de Jacob, qui apparaît d'ailleurs que Clotilde a mis dans son premier livre. Donc cet extrait de l'échelle de Jacob qu'il a écrit à Bruxelles en 1942. L'être qui court le moins de risques est ici-bas l'être le plus voisin du néant. Qui ne risque rien n'est rien. Le risque est fait pour être couru. Chaque être porte en lui de quoi surmonter les risques auxquels sa nature ou sa vocation l'expose. Le plus grand risque est fonction du plus haut destin. Socrate, mourant, s'enchante du beau risque de l'immortalité. Blaise Pascal pousse l'homme au pari suprême. Chacun règle sa prudence d'après la nature du trésor de son cœur. La vraie prudence a 2 yeux. L'un est fixé sur le but à atteindre, l'autre sur le risque à courir. Elle voit jusqu'au but, et c'est pourquoi elle sait affronter le risque. La fausse prudence est en quelque sorte éborgnée. Elle n'a qu'un œil braqué sur le risque, elle ne voit pas plus loin que le risque, et c'est pourquoi elle se refuse à le courir. Privée à la fois du saint regard qui voit le but et de la sainte tendance qui porte vers lui, elle n'a plus qu'un désir, celui d'échapper au risque à tout prix. L'homme est alors voué à la stagnation ou à la régression. Il ne rêve plus que de carapace ou de garde-fou, et la vie se transforme pour lui en une immense entreprise d'assurance contre tous les risques. Il n'est pas de pire imprudence que cette fausse prudence. À trop vouloir se préserver, on se détruit. L'être qui, pour mieux se conserver, se retranche dans les parties inférieures de lui-même est l'artisan de sa propre ruine, car il agit contre une exigence centrale de la nature et de la vie, et il compromet irrémédiablement
le bien inférieur qu'il prétend sauver. Dans tous les domaines, l'homme doit choisir non entre la sécurité et le risque, mais entre un risque ouvert, chargé de promesses, et un risque sans compensation, sans issue. Car il n'est pas ici-bas pour lui de palier stable, et le refus de monter accroît les chances de tomber. Au risque fécond de la vie et de l'amour, la fausse prudence substitue partout le risque stérile de l'égoïsme et de la mort. Donc, juste pour terminer, après les magnifiques mots de Gustave Thibon, je vais juste vous lire un tout petit passage du livre de Petit à Petit qui résume en fait, si on peut résumer, ce que Marie évoque pour nous au niveau de sa trisomie. Le chromosome surnuméraire de Marie est comme un accent circonflexe sur son génome. Dans la langue française, l'accent circonflexe laisse aussi au premier abord perplexe. Mais il rend le mot unique, il le rend même plus beau. On aime l'écrire plus que les autres, car il est rigolo. Son chapeau le rend plus important, plus joli, comme un grain de beauté sur une police. Le chromosome de Marie, est, en plus, est son grain qui la rend tellement belle. Son chapeau qui lui donne ses yeux de chinoise. Au début, comme l'accent circonflexe, la trisomie laisse perplexe. On se cogne à cette différence, on se fait mal, on ne voit que ça. Puis, petit à petit, on apprend, on regarde, on observe et on aime. Oui, on aime vraiment cette différence et on ne peut plus s'en passer. Je souhaite que tout le monde puisse rencontrer ses enfants, que chacun ait la chance d'échanger avec eux, qu'ils se laissent aimer, qu'ils arrivent à percer leur mystère pour se laisser guider vers leur bonheur sans limite. Ils sont la clé qu'il manque à tous ceux qui réfléchissent trop pour vivre ou vivent trop pour réfléchir. Ceux qui oublient d'entendre leur cœur battre, ceux qui ont tout matériellement, mais qui ne sont pas comblés, qui courent toujours pour attraper ce qui leur manque. Avec ces enfants-là, on ne manque plus de rien.